Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo où on va expliquer l'équilibre chimique et le tableau qu'on voit ci-dessous. C'est un magnifique tableau qui était pas mal difficile à comprendre en fait. Donc, on va commencer, on va faire tous les facteurs, toutes les perturbations qui peuvent avoir lieu dans ce tableau. Donc, je vais toutes les expliquer une par une et on va essayer de les comprendre ensemble. Donc déjà, il faut essayer déjà de comprendre le tableau. Donc le DRE, D c'est la perturbation qui a lieu dans le tableau. Donc par exemple, la perturbation c'est d'ajouter du A, donc d'augmenter la concentration de A, ben ça irait dans la colonne D. Et aussi, dans le tableau, tout est en concentration. C'est pas en nombre de moles ou en rien du tout, c'est en concentration. Donc, par exemple, ici, puisque le B est liquide, il n'a pas de concentration. Donc, on s'en fout vraiment de toute la colonne du B au complet. Donc, même s'il était solide, on s'en foutrait totalement de sa colonne. Donc, si vous voyez liquide ou solide, on s'en fout de la colonne, vous pouvez la barrer. Même si la perturbation, ça dit d'ajouter du B, on s'en fout. On s'en fout vraiment. Donc, c'est ça. Donc, le D, c'est la perturbation. Le R, c'est le rééquilibre. Et le E, c'est l'équilibre. Donc, si on prend comme exemple ici, on rajoute du A. Donc, on rajoute du A, ça va augmenter sa concentration. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? Puisqu'on a un surplus dans les réactifs au complet, on en a plus dans tous les réactifs, on va vouloir rééquilibrer pour transformer ces réactifs en produits. Donc, déjà, la réaction va être directe et on va vouloir transformer des produits. Désolé. On va vouloir transformer des réactifs en produits pour rééquilibrer, pour qu'on ait le même nombre. Donc, pour transformer, on va diminuer le nombre. On s'appelle ici, ça change pas. Mais mettons pour le truc, on va mettre que c'est gazeux. Donc, on va diminuer les réactifs parce qu'on va en transformer pour faire des produits. Donc, on va rajouter des produits. Donc, puisque ici, comme j'avais dit, il y a un surplus de réactifs, et ici, il va y avoir moins de produits, on transforme les réactifs en produits. Donc, augmentation de produits à la fin. Donc, pour l'équilibre, on a plus de produits, moins de réactifs. Mais, ici, on aura quand même plus de A. On a une plus grande concentration de A qu'au départ. Parce que la perturbation est toujours plus importante que le retour à l'équilibre. Donc, dans le fond, quand vous voyez une flèche qui va vers le haut, une flèche qui va vers le bas, prenez toujours la flèche de la perturbation, parce que la perturbation est toujours plus grande que le retour à l'équilibre. Que le rééquilibre. Donc, on prend cette flèche-là, on la met ici. Donc, ça ressemblerait à ceci. Donc, si on prend par exemple, on prend un autre exemple, on va dire, on augmente la concentration de C. Donc, en augmentant la concentration de C, on va avoir un surplus de produits qu'on va vouloir transformer en réactif. Donc, réaction inverse. Donc, on va vouloir transformer des produits. Donc, la concentration diminue pour les transformer en réactifs. Donc, il va y avoir plus de réactifs. Et donc, à la fin, plus de réactifs. Ici, on se rappelle, on prend toujours la colonne de la perturbation, donc le D, plus de C et moins de D. Donc, ça ressemblerait à ceci. Si on diminue la concentration de C, donc on diminue le C, ce que ça va faire, c'est que maintenant, dans les produits, il va en avoir moins. Donc, pour remédier à ça, on veut former des produits, donc avec une réaction directe. Donc, ici, on va transformer des réactifs, on va diminuer leur concentration pour former des produits. Donc, il y aura moins de réactifs, moins de C, on se rappelle, parce que
la perturbation est plus grande que le retour à l'équilibre. Et plus de D, parce qu'on va en avoir formé en plus. Donc ça, c'est un peu tout ce qu'il y a par rapport à la base. Donc juste modifier les concentrations. Ok, donc maintenant qu'on a fait la concentration, on va maintenant faire la température. Donc qu'est-ce qui arrive si on augmente ou on baisse la température dans le système? Donc j'imagine que vous avez remarqué depuis tantôt le petit 300 kJ qu'on a ici. C'est justement à ça qu'il va servir. Il représente bien sûr l'énergie dans le système. Donc, comme on peut voir ici, il est dans les produits, donc c'est exothermique, on a une réaction exothermique. Donc, on va le considérer comme n'importe quel autre produit. Donc, on va le considérer autant comme un C qu'un D, seulement pour la température, je veux dire. Donc, pour les concentrations, on ne modifie jamais l'énergie, seulement pour la température. Donc, on va le considérer comme un produit lorsqu'il est dans les produits, donc il est exothermique. Si par exemple il était ici endothermique, on le considérait comme un réactif. Donc ici, si par exemple on refroidit le système, donc on baisserait la température, on va baisser l'énergie. Donc ça va être ça notre perturbation ici. Ça va être ça notre perturbation. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'il va avoir moins de produits, je veux dire. Donc, il va y avoir un manque de produits. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va faire une réaction directe donc, on va faire réagir des réactifs pour former plus de produits. Parce qu'il va y avoir un déséquilibre. Donc, on fait réagir des réactifs pour former des produits à cause du manque ici, fait par l'énergie. Donc, à la fin, on aurait moins de réactifs, plus de produits, ta. Et si on augmente la température, on aurait un surplus de produits. Donc, qu'est-ce qu'on ferait avec ce surplus de produits? On le transformerait en réactif. Donc, on en enlèverait pour le transformer. Donc, on aurait ici plus de réactifs. Donc, j'imagine que vous avez compris. Aussi, s'il y a un autre exemple et l'énergie est ici, bien sûr, là, ça affecterait le système comme un réactif. J'imagine que vous pouvez deviner. Il y a plein d'exercices comme ça que vous pourrez voir, qui sont très intéressants. Donc, ça, c'était aussi simple que ça, la température. Donc, maintenant, on va faire la pression. Donc, la pression, ça affecte seulement les gaz. Donc, je répète, la pression, ça affecte seulement les gaz. Donc, ici, ça affecterait le A, le B et le D. Donc, le C serait aucunement affecté par la pression. Je tiens à le dire, pour pas qu'on puisse se mélanger. Donc, comment la pression fonctionne? Si on prend un exemple, Si on prend un exemple, on augmente la pression. Comment on fait pour augmenter la pression? On doit diminuer le volume. Si vous voulez plus le voir d'une autre façon, si on fait PV est égal à nRT, pour équilibrer, si on augmente la pression, il va falloir diminuer le volume, comme on avait vu avec la loi des gaz. Donc, ils sont inversement proportionnels. Lorsqu'on augmente la pression, on doit diminuer le volume. Et lorsqu'on diminue le volume, puisqu'il y aura plus de particules dans un même endroit, la concentration sera plus grande. Donc, on aura une concentration plus élevée. Donc, la pression et la concentration sont directement reliés. Donc, si on augmente la pression, la concentration augmente, et si on baisse la pression, la concentration baisse. Donc, on va essayer de se souvenir de ça. Si par exemple, dans le système, on va prendre le même exemple, on va augmenter la pression. On se rappelle, ça affecte seulement les gaz. Donc, on peut complètement oublier cette colonne ici. Donc, si on augmente la pression, ça va affecter notre A ici, notre B et notre C, en augmentant la concentration, parce qu'on le relie ensemble. Donc, là, on a un problème, ça affecte des deux côtés. Donc là, on doit voir du quel côté c'est le plus affecté. Comme on peut voir ici, on a deux moles, une mole de A et une mole de B, contrairement à ici, on a seulement une mole de D. Donc,
ça va avoir un plus grand impact du côté des réactifs. Donc, il va y avoir une plus grande augmentation du côté des réactifs. Il va y avoir plus de réactifs. Donc, quand on a un surplus de réactifs, mauvais côté. Quand on a un surplus de réactifs, on va vouloir faire une réaction directe pour pouvoir en transformer. Donc, on va diminuer les réactifs pour former des produits. Bien sûr, ici, finalement, c'est pas toute la colonne qui est barrée, parce qu'ici, on a quand même des AQ qui sont formés. Donc, c'est juste ici que ça change rien. Désolé de l'erreur. Donc, ici, il y aurait juste... On formerait plus de produits. Donc, à la fin, on aurait quand même plus de réactifs, parce qu'on se rappelle, la perturbation est plus grande que le retour à l'équilibre. Et plus de AQ et plus de D. Si on prenait comme exemple que mon D, avait un coefficient de 3, donc là, il y aurait plus de moles dans les produits que dans les réactifs qui seraient affectés par la pression. Donc, on aurait un surplus de produits. Donc, on a un surplus de produits, on fait réaction inverse, on fait réagir des produits ensemble. Ici, on a une augmentation. Augmentation, en fait, partout. Et c'est ça. Donc là, on ferait réagir. C'est ça. Donc, il faut vraiment regarder les coefficients, d'abord. Donc, ici, on a un coefficient de, je sais pas, 5, et ici, 2 et 2. Ce serait quand même plus du côté des produits. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour la pression. J'aurais pu faire aussi un exemple parce qu'on baisse la pression, mais je pense que vous avez un peu compris comment ça fonctionne. Maintenant, je vais aller dans un autre type d'exercice. Ouais, dans un petit exercice ici. Mettons qu'on a... Là, c'est une vraie réaction, c'est pas juste des A, B, C, D. Mettons qu'on a du Al3+, aqueux, et du 3OH- aqueux, qui est en équilibre avec du AlOH3 solide. Et qu'on rajoute du HCl. Lorsqu'on rajoute du HCl, ce que ça va faire, c'est que le HCl va se décomposer en H+, et en Cl-. Et donc, le H+, va pouvoir réagir avec le OH-, ici. Donc, j'ai oublié de faire des R, E. Donc, le HL réagit avec le OH- pour former du H2O, bien sûr. Donc la réaction de OH- va baisser. Ce qui va, bien évidemment, favoriser, mauvais côté, la réaction inverse. Donc, ici, j'arrête pas de me tromper. Ici, ça ferait comme ça, comme ça. Donc, à la fin, ça ressemblerait à ceci. Donc, on favoriserait la réaction inverse. Aussi, j'ai peut-être pas expliqué, mais le AlOH3, par exemple, quand ici il est solide, peut-être que sa concentration va pas changer. Donc ici, techniquement, ce serait pas des flèches. Il y aurait pas de flèches. Mais, il y aura quand même un nombre de moles plus élevé. Son nombre de moles changera. Donc, il va quand même avoir un nombre de moles qui baisse. Sauf que sa concentration, puisqu'il n'y en a pas, ben, elle va pas changer. En fond, c'est petite parenthèse. Donc, ça ressemblerait à ceci. Pour le AlCl3, on fait la même chose. On va séparer en ions. Donc, AlCl3 va faire du Al3+, et du 3Cl-. Donc, le Cl-, non, désolé. Le Al3+, va réagir et va faire augmenter ici
la concentration de Al3+. Et donc, ce qu'on va faire pour équilibrer, puisqu'il y en a un surplus dans les réactifs, on va diminuer comme ça. Réaction directe. Et bon, vous avez compris. Et petite question aussi, pourquoi le Al3+ réagirait pas ici avec le AlOH3? Ben, parce que ici, le AlOH3 est solide, et ici il est aqueux. Et ici, puisque on le transforme en ion, on définit qu'ils sont aqueux aussi. Donc, on va les mettre ensemble. Donc, overall, c'était pas mal ça. C'était une plus trop longue vidéo, je pense. Donc, bonne chance dans le prélab. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me poser.